Dadaji, Dadaji, tu oublies notre passage préféré, celui de la belle aux cheveux de feu. Allez, s'il te plaît, raconte. Vous êtes incorrigible. Il faut que vous compreniez l'absurdité de la situation que nous vivions. Des officiers allemands nous commandaient en anglais de contrôler des papiers écrits en français, alors que nous ne connaissions rien de cette langue. Mais comme il en allait de notre honneur d'officier, nous nous acquittions de cette tâche avec sérieux et sévérité. Posté très souvent sur la route allant du Pouche à Maubuisson, j'avais remarqué un joli brin de fille aux yeux couleur de ciel. Vous savez, ce bleu limpide et pur du ciel après les pluies de mousson. Je n'avais jamais vu de femme comme elle. Ses cheveux avaient la couleur du temple d'Amristar, lorsque le soleil couchant envoie ses derniers rayons d'or. Elle ne baissait pas le regard lorsque nous contrôlions ses papiers. On aurait pu croire à de l'effronterie, à de l'arrogance ou à de la provocation. Je compris rapidement que leur code de politesse et de respect était bien éloigné des nôtres. Et puis il y avait quelque chose de bienveillant, d'amical presque dans son regard. À traverser tous les jours ou presque le pont du canal, je me demandais bien ce qu'elle et son père venaient faire de l'autre côté, et quelle importance stratégique avait pour eux le lac. Par une belle après-midi de septembre, je décidai de les suivre, à distance, pour ne pas me faire remarquer. Je marchai le plus silencieusement possible avec la légèreté de la gazelle, mais la force et la détermination du lion. Après une bonne heure de marche, nous arrivâmes dans une petite clairière entourée de bruyères, d'acacias et de ce que les autochtones appelaient de la brande, une herbe haute et rêche qui crissait sous les doigts. Ils avaient l'habitude de la couper, d'en faire de gros fagots qu'ils transportaient à dos de mule ou sur leurs propres épaules. Cachés derrière un de ces rideaux de brande, j'observais ma belle aux cheveux d'or et son père. Minutieusement, ils ôtaient le couvercle de troncs percés et de caisses perchées sur 4 pieds. Ces astucieuses installations leur servaient de ruches. Ma belle et son père étaient très habiles, et les abeilles semblaient totalement les ignorer, ce qui ne fut pas mon cas, puisque l'une d'elles vint me piquer au visage, et pour la chasser, je fis craquer les aiguilles de pin sous mes pieds. Ma belle s'en aperçut aussitôt, à croire qu'elle savait depuis le début que j'étais là à les épier. Une vive discussion s'ensuivit entre elle et son père. Elle ne paraissait ni peureuse ni obéissante. Ces Français avaient décidément de drôles de coutumes. Une fille qui tenait tête à son père, vous imaginez cela? Et à cette époque-là en plus. Elle s'approcha de moi, marchant sans hésitation dans ma direction, et me fit signe de sortir de ma cachette. Je la suivis. Je ne saurais vous dire ce qui l'emporta en moi à cet instant-là. Sa beauté ou sa détermination, son courage ou son innocence. Son père portait le béret des hommes d'ici, son regard était froid, plus qu'hostile, et lorsque je fus près de lui, il me tendit la main. C'était leur façon de saluer. Je tendis donc la mienne. Une lueur malicieuse perça dans les yeux de ciel de ma belle. Elle s'appelait Louise. Elle me tendit un gâteau tout fraîchement sorti de la ruche et dégoulinant de miel. J'acceptai ce cadeau avec la joie d'un enfant et la reconnaissance d'un ventre affamé. Dieu que c'était bon. Je crois que de toute ma vie, je n'ai plus jamais mangé un nectar aussi doux, tellement parfumé comme pouvaient l'être les fleurs d'acacia, les écorces d'arbres ou encore les aiguilles de pin au soleil. Nous restâmes un long moment à déguster ce miel sombre comme l'ambre, à lécher nos doigts tout collants, à échanger des regards complices, presque amicaux. L'espace-temps s'était arrêté. Il n'y avait plus de guerre, plus de dunes à surveiller. Seulement la rencontre de 3 êtres humains et le partage de ce miel, trait d'union entre les hommes, entre les peuples. Je savourais ce sucre parfumé et me redisais combien les paroles de Nanak étaient justes et profondes. Il n'y avait pas de différence entre les êtres humains, entre les peuples, entre les hommes et les femmes. Nous étions tous pétris de ce cœur divin qui palpitait en chacun de nous. Ce père et sa fille n'avaient rien à voir avec cette guerre. Ils étaient simples, calmes, honnêtes, et leur seul crime était sans nul doute d'être un peu trop humains. Les jours qui suivirent cette rencontre prirent une autre saveur, une autre couleur. Je me mis à réagir sans difficulté à ce nom ridicule de matricule 727. Et j'arrivai tout à coup à répondre « présent » lors des inspections journalières. Je me portais volontaire pour contrôler le pont du canal sur la queue du lac, et l'Oberfeldwebel n'y voyait aucune objection, m'affecta à ce poste. Ainsi, chaque jour, je pouvais contrôler ma belle Louison et son père. Leur regard avait changé, rassuré sans doute par le fait que ce soit moi qui sois en faction sur le pont.
Le regard du père était plus amical, celui de la fille plus franc, plus perçant. Lorsque, de retour sur la dune, je reprenais ma surveillance de la côte et fixais le coucher de soleil sur l'horizon infini, mes pensées semblaient s'arrêter. Je laissais alors mes jumelles fixées jusqu'au dernier, les reflets sur le sable et les vagues, qui me rappelaient les lumières du temple d'Amristar, de ma terre natale et les cheveux d'or de la belle Louison. Chaque soir, au moment de l'extinction des feux sur ma couchette, je m'endormais avec le goût de nectar d'abeille dans la bouche, les yeux perdus dans le ciel profond et limpide des yeux de la belle Louise. Mes journées s'étaient tout à coup allégées. Mon cœur s'était remis à battre un peu plus fort. Moi, le vaillant guerrier, je me prenais à prier le ciel pour que la météo soit clémente, qu'il ne pleuve pas. Je savais qu'avec la pluie, ma belle et son père n'iraient pas aux ruches. Pour mon plus grand bonheur, la fin de septembre fut douce. Les journées étaient chaudes, de cette chaleur enveloppante et sereine qui a perdu l'arrogance de l'été. J'avais presque oublié la guerre. Ce miel qui coulait des mains de Louise à mon cœur avait pansé mes blessures, mes chagrins, mes doutes et mes peurs de soldats projetés sur cette terre sableuse à des milliers de kilomètres du Punjab. Une bien belle idée avait germé dans mon esprit. Que pouvais-je offrir en échange du miel à ma belle Louison? Quelque chose qui soit de ma terre, de ma culture, un peu de mon âme? Du thé contre du miel? L'idée de ce troc m'était venue une après-midi sur le pont. Il me fallait donc en trouver suffisamment pour offrir un présent digne de ce nom. Je fis plusieurs fois le tour du campement pour dénicher auprès des soldats indiens, sikhs et hindous, quelques sachets de thé. Je savais que mon entreprise ne serait pas facile, car les Indiens ne se sépareraient pas aisément de ce thé pieusement conservé, telle l'essence même de notre pays. Après une semaine, j'avais de quoi offrir un petit sac de thé à ma belle Louise. Les derniers jours de la récolte de miel arrivaient. Je ne devais pas traîner. J'imaginais la clairière aux ruches, le goût du miel sombre et liquide, la poignée de main du père, les yeux bleus de la belle Louise. Mes enfants, je n'oublierai jamais cet échange dans la clairière. Il faisait doux, il faisait beau. La guerre était loin de nous. Les yeux parlaient pour nous cette humanité retrouvée, cette amitié entre les peuples, si différents, si lointains. Louise m'avait préparé un pot de miel couvert d'un joli tissu à carreaux, tandis que j'avais cousu sur le petit sac de toile le kanda, symbole de nos croyances. Certes, nous ne parlions pas la même langue, mais nous parlions le langage du cœur. Lorsque je quittai le pont ce jour-là, mes pas semblaient plus légers, même si je sentais confusément que je ne reverrais plus ma belle aux cheveux d'or.